Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis et bienvenue à votre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir le premier responsable du sport au niveau du Burkina Faso. Je veux parler du ministre des Sports et des Loisirs, El Hadj Daouda Azupiou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur les défis de votre département. Mais avant, je dirais, Monsieur Daouda Azupiou, que vous venez du monde de l'enseignement. Vous êtes inspecteur de l'enseignement primaire de profession, mais vous avez embrassé très rapidement le monde du sport puisque vous vous présentez vous-même comme un produit de l'ESEP et de l'UCBF. Vous avez même été, entre griffes, ministre provincial des sports pendant la Révolution à Koudougou. Vous avez été joueur du BPS et merci d'avoir choisi mon club de cœur donc pour exprimer votre talent. Exprimer votre talent. Vous avez été membre de la Fédération burkinabé de football sous le général Honoré Nabiri Traoré entre 1997 et 2002. Exactement. Alors, vous avez été appelé à la charge de ministre des Sports et des Loisirs en janvier 2018. Alors, Monsieur Azupiou, en plus de cette brève présentation que nous avons faite de vous, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, vous avez pratiquement tout dit pour ce qui concerne ma passion en matière donc, du sport. Pour avoir été acteur depuis pratiquement bas âge, depuis l'OSEP, l'UCBF, jusqu'à dans les clubs, dirigeant donc dans les fédérations, aujourd'hui ministre des Sports et des Loisirs. C'est un parcours, en tout cas, qui est assez intéressant, donc, à mon avis. Et de ce point de vue, je peux dire que vous avez pratiquement tout dit pour l'instant. Alors, Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête du département, il y a certaines choses qui ont bougé. Nous allons nous appesantir sur ce qu'on appelle, du moins couramment, les innovations. Mais avant, la question qui revient très souvent, c'est quelle est la politique nationale des sports au Burkina? Parce qu'il y en a qui vous diront qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a une politique qui définit le sport au niveau du Burkina Faso? Tout à fait. Il existe depuis 2017, novembre 2017, une politique qui évidemment donne les orientations en matière donc, du sport. Et cette politique tire ses fondements donc, des référentiels qui sont donc le PNDS, le programme présidentiel de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. Alors cette politique décline donc sa vision, et cette vision donc en plusieurs orientations, comme on a l'habitude de le dire. Et parmi donc les orientations, le chef de l'État instruit le département des sports de faire de telle sorte que le sport et les loisirs participent véritablement à la valorisation donc du capital humain. Ça, c'est l'une des premières orientations. La deuxième orientation, c'est de faire de telle sorte que le sport puisse soutenir la croissance donc, économique de notre pays, de créer donc des emplois pour les jeunes, mais également de faire de telle sorte que le sport puisse participer à créer un environnement de paix, un environnement de cohésion donc, sociale, mais également permettre à notre pays de rayonner sur le plan international. Voici donc trois orientations qui ont été très rapidement j'allais dire, organisé en plusieurs défis que mon département se charge de relever. Le premier défi, c'est notamment le défi de la formation. Voilà, c'est de faire de telle sorte que, justement, on puisse donner de la formation à tous les Burkinabés, et surtout aux plus jeunes, faire de telle sorte que, justement, on puisse construire un sport depuis là-bas jusqu'au sommet. Et dans ces différents paliers, alimenter donc tous les secteurs, notamment les compétitions, les championnats nationaux, les sélections nationales, etc., etc. Mais faire de telle sorte que, évidemment, dans tous les corps, on puisse donner de la formation, que dans les instituts, on puisse justement accompagner donc, les sportifs à travers une formation adéquate qui leur permet donc de grandir et d'aider donc les Burkinabés partout où ils sont justement à développer leur talent. Alors l'autre
défi, c'est évidemment le défi des infrastructures. Voilà, il faut continuer à construire des infrastructures qui soient à la fois accessibles donc aux différentes populations, qui soient adaptées donc à tous les sports et qui permettent donc à tous les sportifs justement de pouvoir développer leur talent. Alors le troisième défi, c'est comme on le dit, promouvoir le sport pour tous. Vous savez qu'aujourd'hui le sport pour tous participe donc à la santé des travailleurs, mais de la population de façon globale. Et comme on le dit, sur 5 jours, si les travailleurs doivent courir dans les hôpitaux, voir les infirmiers, voir les médecins 2 jours, je pense qu'il y a un manque à gagner. Donc, travailler 5 jours sur 5 dans la semaine participe justement à accroître donc leur rendement, donc à participer véritablement donc à la croissance donc de notre pays. Alors, donc l'autre défi, c'est d'assister les fédérations donc dans leur meilleur fonctionnement. Vous savez, comme on l'a dit, jusqu'à preuve du contraire, alors c'est du volontariat. Les gens s'engagent en association. Ensuite, ils font des regroupements au niveau donc des provinces, des régions, au niveau national en fédération. Et puis nous on les reconnaît. Mais pour la plupart, c'est pas très évident. Donc aujourd'hui, il faut tendre vers le professionnalisme donc dans notre sport. Donc de ce point de vue, pour y arriver, il faut d'abord assister donc les dirigeants, ceux qui sont engagés, pour qu'eux-mêmes puissent maîtriser donc le rôle qui est le leur en matière donc d'encadrement, etc., etc. Alors, le dernier défi, c'est le défi donc de, comme je l'ai dit, la mise en œuvre des filières sport-études, sport-métier. C'est de faire de telle sorte que justement, alors tous ceux qui s'engagent dans le sport ne soient pas obligés d'abandonner donc l'école, qu'ils puissent donc allier les deux. Mais également tous ceux qui ont embrassé également une activité quelconque de métier, qu'également à ce niveau, ils ne soient pas obligés d'abandonner son métier pour le sport ou le sport pour son métier, mais les soutenir à concilier les deux de telle sorte que bon, l'activité qui va être prédominante, qui va dominer, puisse le conduire donc à réussir dans la vie. Et nous pensons que nous avons des cas écoles aujourd'hui qui sont là. Et notre objectif d'aller à la relève sportive depuis les écoles consiste justement à allier un peu ces deux facteurs-là, que l'enfant puisse continuer d'aller à l'école, mais que également il puisse bénéficier d'un encadrement selon le talent, hein, la discipline qu'il aura choisie. Ça peut être le football, ça peut être l'athlétisme, ça peut être le handball, etc., etc. Faire de telle sorte que également, jusque dans nos universités, qu'il en soit ainsi, pour que, parce que vous regardez un peu partout, hein, les meilleurs sportifs sortent évidemment des cadres des universités, etc., etc. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, Mathias Sorgo, le vainqueur de la Coupe du Faso, le Tour du Faso, du Tour du Faso, pardon, venait d'avoir donc sa licence à l'université. Paul Daumont est universitaire et bien d'autres. Donc ça veut dire qu'on peut facilement concilier les deux. Et les centres de formation aujourd'hui que vous voyez qui naissent en même temps sont des écoles hein, où ceux qui intègrent donc ces centres-là continuent dans leur cursus scolaire. Et de ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose. Alors, tout cela oui, c'est pour atteindre donc l'objectif de disposer, en tout cas, d'un vivier hein, solide, d'un vivier compétent, bien formé, pour alimenter donc notre sport et au niveau donc des championnats et au niveau des sélections nationales. Ça, c'est un objectif. Mais l'autre objectif également, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir développer ce que nous appelons donc les industries de sport, qui permettent à la fois de participer à la croissance donc de notre pays et de créer des emplois pour donc voilà. Oui, alors, monsieur le ministre, on va revenir sur tous ces sujets, si le temps nous le permet. Mais je voudrais qu'on parle alors, de ce que vous connaissez déjà, puisque vous êtes un de ces produits. Je vais parler de l'USUBF. On sait que l'USUBF a traversé une grave crise il n'y a pas longtemps. Il y avait entre griffes de la cacophonie combien important au niveau des départements ministériels, le MENA, l'enseignement supérieur, le ministère des Sports. On avait l'impression qu'il y avait de l'incompréhension qui plombait cette activité. Or, vous avez insisté donc, sur la relève. Or, la relève, ce sont les enfants. Les enfants, c'est l'OSEP, c'est l'USUBF. Comment
les choses se passent actuellement? Est-ce que les choses se sont décantées? Est-ce que l'USUBF a repris du service? Tout à fait, cher ami. Vous avez dû le constater que depuis le mois de février, pratiquement, les compétitions de l'USUBF ont démarré depuis les provinces, ensuite les régions, ensuite les zones, parce que les zones regroupent un certain nombre de régions. Et aujourd'hui, nous sommes donc aux phases finales et les finales se jouent en ce moment. Et celle qui va corroborer donc, alors, cette manifestation sportive au niveau de la communauté éducative là, va se passer ce soir même au stade Issoufou Joseph Konombo. Oui, juste rappeler que l'émission a été enregistrée donc, le 26 avril, alors pour permettre aux téléspectateurs de ne pas être perdus pendant au mois de la diffusion. Allez-y, Monsieur le ministre. Alors, pour dire que ça fait 3 ans, c'est vrai que l'USUBF était pratiquement en veille. Alors, et cela est dû donc aux incompréhensions, mais aux questions donc de leadership entre les acteurs pour la question de la paternité même de l'USUBF. Mais depuis l'année dernière, nous nous sommes retrouvés entre ministres, les 3 ministres, le ministre en charge des sports, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge des enseignements supérieurs, et nous avons échangé pour dire, mais finalement, alors, qui perd, qui gagne? C'est les enfants qui perdent. Oui. Alors, mais les ministres ne gagnent pas? Les ministres ne gagnent rien. On ne gagne rien. On ne gagne rien parce que l'activité ne se mène pas. Oui. Donc, de toutes les manières, c'est le même gouvernement et ce sont les mêmes objectifs à atteindre. Nous devons réaliser tous et de façon harmonieuse, c'est une synergie d'action pour réaliser le PNDS. Et de ce point de vue, il n'y a pas à se quereller pour des questions dont le leadership au niveau de l'USUBF. Alors, donc, il est donc reconnu que, évidemment, le ministère des Sports et des Loisirs, qui est donc le ministère fêtière, qui peut organiser des compétitions partout, parce qu'on le fait déjà. En principe, il nous revient d'organiser donc des compétitions à ce niveau, pour ce qui concerne donc l'USUBF, mais ce qui n'empêche pas donc à chaque ministère d'organiser des activités sportives, et ce qui se fait d'ailleurs. Je pense que les universités, très bientôt, ils auront donc des finales qu'ils ont organisées. Au niveau du MENA, il y a des coupes qui s'organisent, des inter-établissements, etc. Mais tout cela, ça concourt justement à la formation intégrale donc, de l'enfant. Et de ce point de vue, je voudrais saluer véritablement l'engagement donc, de mes collègues ministres en charge donc, de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qui, avec une grande ouverture, ont accepté que ce débat-là soit mené et qu'une issue soit trouvée. Et aujourd'hui, je peux me féliciter en tout cas que l'USUBF ait repris et nous pensons que c'est pour de bon. Oui, mais il y en a qui disent que c'est une USUBF au rabais qui se déroule cette année. Est-ce que c'est votre avis? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une USUBF au rabais. Vous savez que 3 ans après, quand vous reprenez, évidemment, il ne peut pas ne pas avoir donc des difficultés. Oui. Ça veut dire que nous n'avons pas eu l'engagement de tous les établissements comme peut-être il se passait de par le passé. Alors, donc, mais néanmoins, il y a plusieurs établissements, je n'ai pas le chiffre en tête, mais qui se sont engagés pour ces compétitions et toutes les phases ont été donc respectées et la prise en charge a été également à la hauteur. Donc, nous pensons ça va vous coûter combien, l'USUBF? 250 millions. 250 millions. Voilà. Tout est rentré? Tout est rentré. D'accord. Pas de souci. Comme le réseau est revenu. Voilà. Nous n'avons pas de souci à la matière. D'accord. Oui. Alors, souvent, quand on parle actuellement souvent de l'USUBF, on voyait le noble Zenda contre le Grand Loc. C'était souvent les confrontations entre les établissements de Koudgou et Ouagadougou. On ne voit plus cet engouement. Quelqu'un dira autre temps, autre mœurs. Mais vous qui l'avez vécu, en tant qu'éducateur, d'abord en tant qu'acteur, ensuite aujourd'hui à la plus grande responsabilité du sport de ce pays, comment vous comptez booster davantage les choses? Non, je crois que nous avons repris cette année. Il fallait vraiment le faire parce qu'on dit l'USUBF. La reprise était d'abord primordiale. Is back. USUBF is back. Voilà. Oui, mais vous aimez donc les Anglais là. Voilà, l'anglais, le retour donc de l'USUBF. Oui. Et vous allez le constater parce que moi j'ai fait le tour un peu. Je suis allé à Bobo. C'est là où nous avons lancé l'USUBF. Vous avez dû le constater, l'engouement était donc de taille. J'avoue que le stade Wobi était plein à craquer.
Et lorsqu'on m'a expliqué qu'il y a des établissements privés où les fondateurs et les chefs d'établissement se sont déplacés, accompagnés des enfants à leurs frais pour venir à Bobo parce qu'ils croient à l'UCBF, alors moi j'étais très émerveillé. Alors donc j'ai suivi les compétitions à ce niveau et ça m'a rassuré véritablement que alors l'UCBF, il fallait véritablement reprendre avec l'UCBF. Alors à Ouagadougou également, vous avez dû constater les compétitions parce que les différents responsables ont fait le tour donc, des régions. À Ouaga, c'était très bien. Nous sommes allés à Koudou également avec les secrétaires généraux donc, des différents départements, avec le directeur de cabinet de M. le Président du FASO. Et nous avons vécu cette ambiance-là qui était vraiment à la hauteur. Donc, de ce point de vue, moi, je peux dire que même si pour cette année, on n'a pas atteint l'engouement d'antan, c'est la reprise. Et il faut compter, en tout cas les années à venir, que le CBF reprendra en tout cas toute l'ambiance qu'on lui reconnaît dans les années antérieures. Il n'y a pas de souci à la matière. Alors, monsieur le ministre, souvent au niveau de l'UCBF, ce qu'on entendait avant comme grief, c'est parfois le désintéressement des enseignants au niveau de l'encadrement. Parce que, bon, le gars, il dit, il travaille, il donne les cours, ça, il est venu pour ça. Ensuite, on lui dit d'encadrer une équipe sportive, mais lui, là, il ne gagne rien pour ça. Est-ce qu'au niveau du département des sports, vous allez être un peu regardant à ce niveau? Oui, nous avons été très regardants parce qu'au niveau du comité d'organisation, nous avons instruit pour qu'il y ait un règlement clair en la matière et que les primes soient connues et servies de la même manière, que les mêmes primes soient servies partout sur le territoire national. Okay. Parce qu'avant, on avait constaté effectivement que ce n'était pas forcément la même chose. Les montants différaient donc d'une région à une autre, d'une province à une autre. Nous avons arrêté cela pour dire, ah non, il faut sortir donc un règlement clair qui définit les primes et les montants à allouer aux uns et aux autres selon donc les niveaux de compétition du point de vue. Alors, je pense qu'il y a un consensus qui s'est dégagé à ce niveau. Et depuis le début des compétitions, les primes sont servies normalement. Et s'il n'y a pas de grève jusque-là, c'est que nous pensons que ça se passe bien. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on va aborder un autre sujet. C'est ce qui est sorti, je ne dirais pas de votre imagination, mais en tout cas du nouveau, en tout cas dans le monde du sport burkinabé, c'est la coupe des ambassades. C'est la première fois qu'on entend. Bon, on sait qu'il y a des diplomates qui jouent au foot, mais les faire s'affronter à travers une compétition, c'est la première fois. Comment vous est venue cette idée? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, l'article 3 de notre Constitution stipule que le sport et les loisirs constituent des droits culturels et sociaux reconnus par la présente Constitution et qui visent à les promouvoir. C'est clair? Clair. Mais la charte universelle également, des droits de l'homme, reconnaît également la pratique de l'éducation physique, de l'activité physique, du sport également comme un droit pour tous. Donc de ce point de vue, nous avons estimé que les ambassades qui sont accréditées dans notre pays et qui participent au quotidien justement au développement de notre pays, il doit y avoir un brassage. Il doit y avoir une intégration parfaite, une cohésion sans faille. Donc, de ce point de vue, nous avons imaginé cette coupe-là qui crée un cadre à toutes ces ambassades qui sont là, de pouvoir, à travers cette compétition, se frotter avec, naturellement, notre pays, de telle sorte que nous puissions davantage ouvrir des portes qui étaient peut-être insuffisamment ouvertes, voilà, pour permettre une coopération. Vous savez que la diplomatie burkinabé est très forte. Je ne vous raconte pas, vous le vivez au quotidien, comment notre diplomatie, en tout cas, est très forte, parce que le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, est dynamique, et il est sur tous les chantiers. Et il a besoin de ministre délégué. Voilà, avec le ministre délégué. Donc, nous également au niveau du sport, parce que c'est quand même notre rôle. Et comme je l'ai dit, l'une des orientations que le président du FASO nous a données, c'est cela, c'est faire de telle sorte qu'il y ait une cohésion donc, nationale. Et cette cohésion nationale, c'est tenant compte également des autres communautés qui vivent ici, de telle sorte qu'il puisse avoir une symbiose. Donc nous avons organisé cette coupe-là pour permettre ce brassage-là
On le dit, c'est une Coupe du Monde en miniature. Ah oui, parce que nous avons aujourd'hui pratiquement 14 à 15 pays qui sont engagés. Oui. Et tous les continents sont représentés. Okay. Et la Coupe va se jouer donc en un mois. Un mois, c'est pas beaucoup? Un mois, bon, c'est le mois de mai. L'ouverture, c'est le 1er mai. Okay. Et la clôture, c'est le 25. Le 25. Donc, vous avez dû suivre déjà donc, les différents niveaux de l'organisation de la Coupe, parce qu'il y a eu la conférence de presse dernièrement à laquelle vous avez été associés. Vous avez connu certainement les pays qui se sont engagés. Il y a eu également l'organisation, ou encore le tirage au sort. Le tirage au sort. Donc, 4 poules avec dans chacune autour de 4 équipes qui vont évoluer. Au niveau de notre pays, il y a la présidence du Faso qui s'est engagée et le ministère des Affaires étrangères également. Ah oui, donc, notre pays sera... on va voir le président du Faso jouer. Ben, il a promis? Le président du Faso... Parce que moi, je sais ça a été un excellent basketteur. Ah, d'accord. Parce qu'il a joué en équipe nationale. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Mais le football, je pense qu'il peut s'essayer, non? Ben, nous allons essayer au nom du président du Faso. Oui. Je pense que c'est déjà suffisant. Parce que nous le faisons déjà conformément à ses orientations. Et de ce point de vue, il se sent véritablement concerné. Et il nous a encouragés, il nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que cette coupe-là soit un véritable succès. Alors, M. Daouda Zoupou, capitaine de l'équipe du ministère des Sports et des Loisirs. Ben, naturellement. Ah, naturellement. Naturellement. Vous jouez à quel poste? Parce que je sais que vous avez joué au BPL, je ne dirais pas où vous étiez. Ben, je suis milieu offensif. Ah, donc, super, Messi. Hein. Voilà, un super Messi. Messi, voilà. D'accord. D'accord. OK. Alors, monsieur le ministre, on sait qu'en plus des ambassades, c'est la première, on sent que ça bouillonne chez vous. Vous êtes en train de, je ne dirais pas de ressusciter, en tout cas de remettre encore à niveau une autre compétition qu'on a connue à un moment donné au Burkina, c'est la Coupe de la Diaspora qui regroupe les équipes des pays où les Burkinabés sont représentés. Alors, pourquoi cette Coupe de la Diaspora revient et pourquoi actuellement? Très bien. Alors, comme vous le savez très bien, nous disons que la relève sportive que nous avons engagée consiste justement à développer les talents, en tout cas des Burkinabés depuis le bas âge, pour conduire ces enfants, en tout cas, à l'éclosion de leurs talents. Et nous avons pensé également que les Burkinabés de l'extérieur peuvent participer, sinon qu'ils doivent participer également au développement donc, du sport et des loisirs donc, de leur pays. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons des talents burkinabés qui sont connus, qu'on n'a pas développés ici, mais qui se sont développés hors de notre pays. Ils sont nombreux. Par moment, on est obligé de courir après eux et sans succès. Alors, sans succès. Et sans succès. Oui. Voilà, pour les ramener donc au pays afin qu'ils défendent donc les couleurs de notre pays. Et nous avons pensé qu'en organisant la Coupe de la Diaspora, en la réveillant parce qu'elle avait déjà existé, alors ça va permettre donc aux communautés burkinabées de l'extérieur de pouvoir s'organiser et que chaque communauté soit représentée par une équipe. Et nous allons réunir donc toutes ces équipes-là qui viendront au pays et pendant un temps donné, alors se confronter. Et ça nous permettra à la fois toujours d'entretenir cette flamme-là avec les Burkinabés de l'extérieur, mais également de pouvoir identifier des talents. C'est ça aussi qui est important pendant la compétition. Et ces talents pourraient donc intéresser, j'allais dire, les différentes fédérations dont les disciplines seront mises en exergue, notamment donc, le football. Donc voilà un peu ce que nous visons et nous pensons que c'est tout à fait normal que nous puissions penser aux Burkinabés, donc de l'extérieur, qui déjà lorsqu'on était l'année dernière en Côte d'Ivoire à l'occasion donc du traité d'amitié et de coopération à d'autres pays, nous avons eu l'occasion de rencontrer nos compatriotes qui déjà nous avaient rassuré qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui ont des centres de formation dans lesquels il y a des talents, pour lesquels ils souhaitaient qu'on puisse mettre en tout cas un lien
entre donc, ces centres et puis notre pays, de manière à ce que ces enfants soient habitués à venir chez eux et qu'un jour, il n'y ait pas de difficulté à intégrer donc, les formations sportives donc, dans leur pays. Donc, de ce point de vue, nous pensons que cette Coupe de la diaspora va permettre justement de relancer tout ce processus-là qui va mettre en lien donc, tous les sportifs de l'extérieur qui se développent également à revenir donc au pays pour pouvoir soutenir l'effort de construction nationale. Oui, en dehors de la Côte d'Ivoire, vous avez des répondants dans les autres pays ou bien le ministère va envoyer des délégations pour parcourir certains pays afin de mettre en place ces équipes qui vont venir jouer? Non, vous savez que pendant longtemps, les Burkinabés de l'extérieur sont en contact avec leur pays, en tout cas dans pratiquement tous les domaines. Et au niveau du sport, l'UNCE a des répondants donc, un peu partout. Et à chaque match où les étalons justement sont confrontés donc, à d'autres équipes, il y a des Burkinabés qui se sont déplacés d'eux-mêmes, ont payé leur billet pour rejoindre donc, le lieu où la compétition a lieu pour supporter donc, leur équipe. Donc il y a déjà donc, ces liens qui sont là. Par le biais également de nos ambassades qui sont là-bas où toutes ces communautés la relèvent. Donc nous pouvons facilement faire passer le message, sans compter que nous pouvons également envoyer donc, des délégations là où c'est nécessaire pour aller animer très rapidement et permettre donc, à ces équipes-là de se formater parce que nous souhaitons que cette compétition puisse se dérouler pendant les vacances. Les vacances scolaires. Les vacances scolaires. Okay. C'est la période, à mon sens, qui est appropriée pour la tenue donc, de cette compétition-là au pays. Oui, alors ça va être uniquement le football ou bien les autres disciplines aussi? D'autres disciplines, du moins, seront associées? Alors, comme c'est la reprise, oui, nous allons reprendre avec le football. Ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, nous puissions justement associer d'autres compétition dans d'autres disciplines. Oui, alors, monsieur le ministre, quelqu'un a souri quand il a entendu la reprise de la Coupe de la diaspora. Il dit même à l'intérieur, ça ne marche pas et on veut chercher à l'extérieur. Alors, justement, le discours que vous aimez tenir depuis, en tout cas sur ce plateau ou en d'autres circonstances, c'est la relève. Vous parlez toujours de la relève, il faut faire relève. Quelle est votre vision en tant que premier responsable du département de cette relève? Alors, voilà, ma vision de la relève, là, elle est claire. Oui. C'est donner la chance à tous les Burkinabés, surtout les petites catégories, où qu'ils soient, dans les provinces, dans les villages, de pouvoir s'exercer et d'être accompagnés. Parce que les bons footballeurs, les bons acteurs ne se trouvent pas seulement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Il y en a un peu partout au Burkina Faso qui rêvent justement d'intégrer des centres de formation et de bénéficier d'un accompagnement quelconque. Vous savez que jusque-là, le ballon, c'est de l'or dans certaines localités. Absolument. Les enfants ils aiment tellement le ballon qu'ils ont peur que qu'elle se gâte. Donc, oui. Ils ne veulent pas la mettre en compétition parce qu'ils veulent la garder longtemps. Donc, de ce point de vue, nous pensons que non, il faut élargir la pratique donc, du sport vers les petites catégories. Il faut donner la chance à tous les enfants de pouvoir jouer au ballon, de pouvoir courir, de pouvoir sauter, de pouvoir jouer lutter, etc., etc., et permettre à ces enfants-là de développer donc leur talent. Donc, la relève sportive vise justement à donner la chance à tous ces enfants, où qu'ils soient, en faisant donc des régions, des pôles de développement donc du sport et des loisirs. Ces régions qui sont organisées déjà en province, etc., en commune, etc., seront avec toute la synergie d'action qui va être mise en œuvre. Parce que le ministère, en collaboration avec donc, les fédérations, avec les ligues, mais également avec les collectivités, c'est un ensemble donc, d'acteurs qui vont se mettre ensemble pour véritablement s'occuper du développement du sport et des loisirs dans ces entités qui sont maintenant, comme on le dit, des pôles de développement donc, du sport et des loisirs. Alors, donc notre vision, c'est de donner la chance à tous les enfants de pouvoir jouer. Et comme c'est à ce niveau qu'on peut inclure donc, des réflexes, on peut donner de la formation
Parce que quand vous allez prendre quelqu'un déjà qui a plus de 20 ans, vous dites que vous voulez le former, ben, ce n'est pas évident. Il est déjà en fin de carrière. Il est déjà en fin de carrière. Alors que les enfants, dès le bas âge, c'est Oui. bien possible. Il y en a même sans avoir eu de la formation, parce que par moment, ils suivent les commentaires des Madi à la télé, ils voient Messi, ils voient d'autres acteurs là, auxquels ils s'identifient. Ben, ils font du spectacle. Quand vous les voyez, vous êtes dépassés sans encadrement. Donc, on s'est dit que si on donne la chance à tous ces enfants, c'est bien possible que, alors, ils puissent donc se développer rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à des travaux d'Hercule? Parce que, comme vous l'avez dit, les entités, les provinces, les régions sont là. Mais concrètement, comment tout va se faire? Est-ce que le ministère va financer des centres de formation? Est-ce que le ministère va donner des subventions aux fédérations? Comment vous comptez implémenter ça concrètement sur le terrain? Alors, donc, l'organisation sur le terrain est très simple. Le ministère, dans son nouvel organigramme, a créé ce qu'on appelle le secrétariat technique chargé de la relève sportive. Ok. Alors ce secrétariat-là, évidemment, va avoir des répondants au niveau donc, des régions. Donc, en collaboration avec nos structures au niveau régional, comme je l'ai dit, les ligues, comme je l'ai dit, les collectivités, etc., il sera tout simplement mis en place donc, ces centres de formation qui ne sont pas des cadres où on reçoit les enfants ou des pensionnaires où on les loge, etc., Mais, de commun accord avec les structures d'éducation, il y aura donc des programmes d'encadrement, de formation, après que ces enfants aient été sélectionnés par des techniciens. Vous comptez créer des pôles d'excellence? Des pôles d'excellence, tout simplement. Où, alors, une fois que ces enfants sont identifiés, ils continuent leur cursus scolaire, mais avec un programme d'encadrement. Ils sont reçus pour donc, des formations théoriques, des cours théoriques, également pour des cours pratiques. Et nous voulons mettre à contribution déjà les infrastructures qu'on a pu réaliser à la faveur donc, du 11 décembre donc, dans les différentes régions, parce qu'on en a déjà, chaque région pratiquement qui a accueilli donc, la festivité du 11 décembre bénéficie d'un stade régional, d'un stade provincial, mais d'autres types d'infrastructures telles que des plateaux omnisports, etc. Alors, ces infrastructures ne doivent pas être construites pour les contempler. Non, il faut les utiliser, et en les utilisant comment? C'est à faire de telle sorte que justement il y ait des compétitions comme ça qui à la fois intéressent les petites catégories pour attirer donc les populations vers ces infrastructures qui vont les fréquenter. Donc, de ce point de vue, nous estimons que, alors, ce n'est pas des écoles comme les gens le voient, style internat où on reçoit les enfants, non, mais ce sont des programmes d'enseignement. Ce sont des programmes de formation, en adéquation avec déjà les structures qui sont sur le terrain. Donc, de ce point de vue, alors, je pense qu'il n'y a pas à s'effrayer pour ça. mais justement, jusqu'à quel niveau vous comptez les mener? Vous prenez ces enfants, je crois, au bas âge. Forcément, le ministère ne va pas créer des clubs de football ou de basketball. Ce sont les clubs qui vont les récupérer. Jusqu'à quel niveau le ministère compte les encadrer avant de les rétrocéder au club pour utilisation? Non, la formation également sur le cursus scolaire de l'enfant, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que l'OSEP, ça concerne les élèves du primaire. Si les enfants sont identifiés déjà au niveau donc, du primaire, ils intègrent donc ces centres de formation, ils continuent leur cursus scolaire, mais ils bénéficient justement des programmes d'enseignement et de formation en matière donc, de sport. Alors, ils vont passer certainement au collège. Donc, c'est l'UCBF. C'est-à-dire qu'en même temps que, alors, ils vont participer aux compétitions de l'UCBF, bénéficient toujours donc de la formation que ces centres-là vont leur offrir. Alors, et puis, à un moment donné, ces enfants sont appelés peut-être à aller à l'université. Mais à un moment donné, lorsque nous allons constater que l'enfant, peut-être au bout de 2, 3, 4 ans, est excellent et il est très bon, nous disons qu'au niveau de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, il y aura donc des super centres, des centres où on peut recevoir justement alors, les talentueux, les excellents. Voilà. Alors, mais l'enfant va continuer jusqu'à l'université, où au niveau de l'université, nous sommes en discussion avec les universitaires pour voir s'il faut formaliser les clubs là-bas à ce niveau, parce que... Créer des clubs universitaires? Oui,
OK. Ça, c'est les universités, ce n'est pas nous. Ouais. Voilà, on est en discussion, nous avons même élaboré les documents, nous allons discuter avec eux pour voir dans quelle mesure, au niveau d'une université, il faut mettre en place des clubs pour accueillir justement tous ces enfants qui évoluent. Mais ça n'empêche pas que l'enfant, à un moment donné, s'il veut intégrer un club, parce qu'il en a les capacités, ou si un club a besoin d'un enfant et qui en fait les démarches nécessaires, puisse intégrer. De toutes les manières, il ne nous revient pas à nous de créer des clubs pour recevoir ces enfants là-bas. Mais nous faisons de la formation pour que les clubs puissent à un moment donné s'alimenter, pour que, au niveau des sélections nationales également, on puisse avoir donc ce vivier important. Notre rôle, c'est d'offrir la formation, c'est d'offrir l'encadrement, et puis, les enfants, certainement, vont continuer leur cursus, ils vont continuer, ils iront là où le bonheur, donc, trouveront leur bonheur. Voilà. Alors, monsieur, justement, quelqu'un aime le dire, quand vous vous rasez le matin et vous revoyez en miroir le sport burkinabé, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, le sport au Burkina Faso, quoi qu'on dise, connaît des hauts et par moments des bas, ce qui est tout à fait normal. Les hauts sont plus nombreux ou ce sont les bas qui sont plus nombreux? Non, ça dépend de où est-ce qu'on se positionne. Ah oui, d'accord. C'est ça aussi. Parce que nous, généralement, on dit le verre à moitié plein là. Oui. Il ne faut pas le voir à moitié vide. Oui. Il faut le voir à moitié plein. D'accord. Voilà, quand on le voit à moitié plein, c'est plus intéressant que quand on le voit à moitié vide. D'accord. Parce que là, c'est négatif. Mais vous le voyez comment? Non, moi, je le vois à moitié plein. À moitié plein, d'accord. Voilà. Là, au moins, on peut boire un peu. Là, on peut boire, et puis, voilà, c'est ça. Ok, allez-y, monsieur. Oui. Non, le sport, en tout cas, au Burkina Faso, a beaucoup évolué, ça, il faut le reconnaître. Si vous prenez, par exemple, discipline par discipline, vous allez vous rendre compte que les fédérations qui s'en occupent font, en tout cas, de l'excellent travail, malgré donc les limites objectives qu'il faut leur reconnaître. Au niveau du football, qu'est-ce que nous n'avons pas connu comme gloire? Notre participation aux différentes CAN, vous avez dû le constater, en 2013 ici, c'était... C'était l'ambiance à gogo. C'était l'ambiance à gogo. En 2017, en 2017 également. Nous avons été 4e, 3e, nous avons été 2e. C'est la première place que nous sommes en train de rechercher. Oui, mais le 22 mars, c'était le 2, monsieur le ministre. Oui, c'est pour ça, ça fait partie également donc, voilà, des insuffisances que nous relevons. Oui. Mais nous disons que beaucoup de nations, des nations qui sont plus fortes, plus avancées que nous en sport, ont connu également ces moments difficiles, qui ont dû reculer pour mieux sauter. Donc de ce point de vue, nous aussi, nous devons faire la même chose. Et c'est tout le sens justement de revoir la relève. Parce que quand vous avez par exemple une équipe nationale comme la nôtre qui a donné pendant 4 à 5 ans le meilleur d'elle-même, où les joueurs aujourd'hui eux-mêmes reconnaissent quand même qu'ils ne peuvent plus être performants comme lorsqu'ils avaient 20 ans, 25 ans. Mais s'il n'y a pas une relève derrière eux, des gens qui les poussent, évidemment qu'on va connaître des périodes sombres avant de reprendre. Donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il faut aller à la relève, faire de telle sorte que, au niveau de chaque catégorie, il y ait des joueurs bien formés, en tout cas bien outillés, prêts à intégrer donc l'étape supérieure. Parce que si c'était le cas, je crois qu'on n'allait pas avoir de difficultés pour se qualifier. Pour se qualifier. Malheureusement, quand nos titulaires qui ne sont plus eux-mêmes, parce qu'ils en sont conscients, sont plus donc en forme comme autrefois, mais quand ils ne sont pas là, c'est le deuil total. On a vu à Mauritanie, ils étaient pratiquement 7 à être absents. Avant le match, tout le monde se posait la question, est-ce que, et la réalité a été, voilà, ça a été une évidence. Alors, monsieur le ministre, on sait que depuis, évidemment, l'élimination des étalons pour la CAN 2019, le pays bouillonne de toutes les discussions possibles. Chacun y va de sa théorie, de sa solution, voire en tout cas de ses sanctions. Monsieur le ministre, avec le recul du temps, quelle est la lecture du ministère des Sports et des Loisirs par rapport à cette situation? Oui, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous avons été très clairs là-dessus. Et c'est pour ça j'ai dit que nous devons faire un rapport. Nous avons demandé certainement de nous faire un rapport, en tout cas qui nous montre les forces, mais également les faiblesses de notre
sélection donc, nationale pour que nous puissions ensemble voir au niveau des faiblesses là comment il faut y remédier. Et ce travail-là est en cours parce que nous ne devons pas aller à une CAN, à la CAN U20, sortir par la petite porte. À la CAN également senior, ça n'a pas, on n'est même pas allé, on n'est pas qualifié pour aller. Bon, ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic sérieux donc, de nos insuffisances et trouver donc les moyens donc, de repartir. Et je crois qu'avec la fédération, nous avons engagé donc, alors, cette discussion pour qu'ensemble nous puissions en tout cas faire un travail assez sérieux qui à la fois montre que nous sommes suffisamment responsables donc, des missions à nous confier, mais qu'également nous sommes capables de remonter donc, la pente à travers donc, tout ce que nous aurons retenu comme stratégie, etc., etc. Donc c'est un travail qui se fait donc, en commun accord avec la fédération et nous pensons que très bientôt alors, nous allons pouvoir sortir les résultats. Et pour ce qui concerne donc, l'encadrement, ce qui est très important parce qu'il faut y penser, l'encadrement, les entraîneurs, etc., etc., même c'est du rôle de la fédération. Nous les accompagnons donc dans ce sens, mais également les sélections, la sélection donc des joueurs, etc., etc., l'organisation des compétitions, des championnats. Et la fédération a voulu cette fois-ci organiser une compétition au profit des petites catégories et nous avons salué véritablement ça parce que ça va en droite ligne donc, de notre vision de la relève sportive. Et nous allons accompagner donc, la fédération parce que c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir aider. Vous avez dû voir que la compétition qui avait été organisée par le feu, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, la Coupe de l'Assemblée a eu un engouement au niveau national. Et partout où moi je suis passé pendant mes tournées, les gens m'ont posé la question à quand cette compétition. J'ai dit, bon, malheureusement, elle ne relève pas du ministère. C'est le président de l'Assemblée qui l'avait initié, qui a organisé. Nous allons voir dans quelle mesure on va pouvoir en tout cas pallier à cela. Et comme je l'ai dit, voilà que la fédération elle-même s'est engagée donc, dans les petites catégories. Et nous pensons que c'est une bonne chose, c'est encouragé. Donc l'un dans l'autre, ce sont des réflexions qu'il faut mener avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués pour qu'ensemble on puisse trouver donc, une issue qui soit à la fois favorable donc, à la relance véritablement donc, de notre sélection nationale, mais également pour rassurer notre population parce que vous savez c'est une population sportive qui a beaucoup d'attentes donc à la matière. Donc déjà il y a des compétitions en vue sur lesquelles j'ai discuté avec la fédération pour voir alors comment est-ce qu'il faut s'organiser pour que déjà on puisse faire partir les plus jeunes et pour commencer déjà à voir comment ils vont embrasser en tout cas ce niveau de compétition. Voilà. Alors, monsieur le ministre, le grief qu'on fait souvent à votre département, c'est qu'il n'est pas loin de vous traiter du ministère du football. Quand vous écoutez les autres disciplines, les arbitrages, il y en a qui disent on a demandé 60 millions, on nous a donné 10, ça même c'est ceux qui ont eu beaucoup. Il y en a qui disent on a demandé 12, on a demandé 1, alors que pour un match des étalons, ça va chercher dans les centaines de millions. Bon, même si vous êtes ancien milieu offensif du BPS, ce n'est pas pour ça que vous êtes ministre de tous les sports, je suppose. Quelle est votre lecture souvent de ces plaintes? Oui, c'est vrai, les gens le disent, c'est pas toujours vérifié. C'est vrai que le football, c'est quand même le sport roi. Oui. C'est pas nous qui l'avons inventé. Oui. Voilà. J'ai toujours dit que quand il y a un match des étalons au stade, si vous allez là-bas, vous allez voir un monde fou, des gens qui viennent, qui se bousculent pour payer et rentrer. Oui. Quand il n'y a pas de ticket, nous-mêmes, on n'a pas la paix. Mais quand vous avez d'autres disciplines qui compétissent, quand bien même les portails sont ouverts, vous n'avez personne. Ça c'est pas nous. Donc, c'est une question de passion. Le football, c'est la passion et c'est normal que c'est comme ça. Ça draine du monde et de toutes les manières, nous sommes là justement pour accompagner donc les populations. Et là où les populations sont le plus engagées, c'est normal qu'on engage beaucoup plus de frais à ce niveau. Autrement dit, vous voyez que pour les autres disciplines, je prends l'exemple du cyclisme l'année dernière, vous avez vu ce que nous avons fait pour le cyclisme, aussi bien pour le championnat ici, pour les compétitions à l'international, pour les centres de formation à l'international, pour la dotation en matière donc
de matériel, de logistique, etc., etc. On fait la même chose pour d'autres. Vous avez vu le karaté do, par exemple, l'année dernière, ils ont organisé le championnat zone 3 ici. Ils ont participé à toutes les compétitions au niveau donc international. Le Viet, Vovinam, Viet Vodao, c'est pareil. Oui, ils se sont plaints de leur traitement. Non, ils ne se sont pas plaints de ce qu'on a mis à leur disposition, qu'ils n'ont pas été accueillis. Ce n'est pas nous. Ils n'ont pas été accueillis. Mais qui devait les accueillir? Ouais, non, mais nous avons expliqué. Il se trouve qu'à la même période, l'ambassadeur était en congé. C'était la période des congés. Donc, c'était un peu difficile. Il faut reconnaître que dans ces pays-là, ce n'est pas toujours aisé. Oui, monsieur le ministre, il y a les gens du baseball aussi qui disent qu'ils veulent aller en Afrique du Sud pour leur éliminatoire. Ils ont besoin de 28 millions. Ils lancent pratiquement des appels de détresse. Vous les avez entendus? Oui, nous les avons entendus, mais je pense qu'à ce niveau, ils n'ont pas de difficultés en matière donc, de ressources pour aller, parce que pratiquement, ils ont des partenaires. Mais ils demandent 28 millions quand même. Non, ils ne demandent pas 28 millions. Oh non. Ils ont fait leur budget qui s'élève à 28 millions. Oui. Mais si vous regardez, il faut discuter avec eux, vous allez voir qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui n'est pas pris en charge. C'est ça aussi qui est important. On ne se lève pas comme ça, on dit qu'on va en Afrique du Sud pour une compétition sans avoir un cahier de charge dans lequel on sait les différentes parties là, qui fait quoi, qui joue, quel est le rôle de chacun. Donc de ce point de vue, nous pensons déjà que pour toutes ces fédérations, l'État alloue les subventions et c'est déjà fait, c'est calé. Chaque fédération sait aujourd'hui combien il lui revient donc de prendre au titre donc des subventions. Et c'est clair. Il y en a même qui ont pu, et celles qui n'ont pas pu, déjà peuvent même trouver des financements ailleurs, quitte à venir prendre pour solder. Dans tout cas, c'est leur argent. Donc, de ce point de vue, nous disons que pour les fédérations qui veulent sortir, les activités qui ne sont pas inscrites au budget, ben, ça pose problème. Parce que quand vous venez à 3 semaines pour dire au ministère que vous voulez sortir, aller à une compétition internationale qui coûte 30, 40, 50 millions, vous voulez qu'on fasse comment pour trouver ça? Puis l'activité est inscrite en année N-1, ça veut dire qu'elle est déjà planifiée, budgétée. Donc, de ce point de vue, ça ne pose pas de problème. Donc, avec les fédérations, justement, nous discutons pour que tous ces aspects-là soient pris en charge. Alors, qu'il y a une compétition, que rapidement, nous, on ait le cahier des charges, qu'on sache, alors, quelles sont les prises en charge? Parce que souvent, il y a des compétitions auxquelles, quand vous arrivez, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes véhiculé, etc., etc. C'est peut-être les billets d'avion. Ben, si on sait ça, ben, on va budgétiser. Ça aussi, c'est important. Mais quand on n'est pas au courant de tout cela, ça pose problème. Dites, je veux aller à une compétition, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui est pris en charge. Parce que quand nous organisons ici, et on invite, il y a des prises en charge. Absolument. Voilà, on dit, bon, l'hôtel, on vous garantit l'hôtel, le déplacement à l'intérieur, ça nous revient. Mais vos billets, aller-retour, c'est vous qui prenez en charge. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, on est vraiment pris par le temps. Mais alors, c'est une question aussi qui taraude, parce qu'on ne peut pas ne pas la poser. C'est souvent la gestion des ressources. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de crises dans les fédérations. Et quand vous écoutez, ça tourne autour de la gestion de l'argent. Est-ce que au niveau de votre département, il y a assez de rigueur pour obliger les fédérations à gérer avec l'orthodoxie qu'il faut l'argent que vous mettez à leur disposition? Justement, un des défis à relever, c'est ça, assister les fédérations dans leur meilleur fonctionnement. C'est-à-dire que désormais, au niveau du ministère, nous devons avoir un œil sur justement les ressources publiques qui sont mises à la disposition des fédérations, non seulement pour la gestion financière, mais pour le management de façon globale. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour cela que nous avons organisé le séminaire l'année dernière, qui a consisté justement à aborder des thématiques qui permettent aux fédérations de savoir exactement si tu t'engages dedans, alors quelles sont tes responsabilités et ton rôle. Parce que nous disons qu'il faut en faire des entreprises. On ne vient pas pour se servir, on vient pour servir. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Parfois tout le contraire. Et par moments, on fait la confusion. Donc, de ce point de vue, nous disons que, alors, il faut d'abord faire de telle sorte que chaque fédération ait un siège. Et je pense que le SENOSB, auquel je salue son président, Jean Yameogo, alors, en tout cas, c'est très bien battu. Il a pu, grâce au financement des partenaires, édifier en tout cas un immeuble qui va désormais contenir l'ensemble des fédérations. On va donner des bureaux à tout le monde pour les réunir dans un espace. Et nous voulons que chaque fédération puisse disposer donc d'un permanent, quelqu'un qui soit là
affectés aux tâches donc, de gestion au quotidien donc, de la fédération, etc., de manière à ce que tout ce qui est fait en la matière, il y ait de la traçabilité. Et nous allons donner de la formation. On va accompagner donc ces fédérations-là par une formation en matière donc, de marketing, en matière de gestion, etc. L'un dans l'autre, nous pensons que ça va... Alors, monsieur le ministre, naturellement, on ne peut pas aussi vous laisser partir sans avoir votre avis. BF1 organise depuis l'année passée le marathon des échangeurs. Cette année, c'est le 22 juin. Vous êtes un des parrains. Alors, un mot sur cette activité initiée par la télévision. Alors, je voudrais très sincèrement adresser mes félicitations à BF1. D'abord, pour le travail qui est fait au quotidien en matière donc, de promotion donc, du sport, parce que sur vos antennes régulièrement, alors, vous portez donc à la connaissance du public aussi bien au niveau national qu'au niveau international tout ce qui est fait dans le sens donc, du sport, la promotion du sport et des loisirs. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Vous êtes sur tous les terrains pour à la fois filmer, diffuser, etc., organiser des débats autour donc la question du sport, c'est très bien. Et mieux, vous vous êtes engagé à organiser donc le marathon des échangeurs qui sera à sa deuxième édition. Absolument. Alors cette année, l'année dernière, elle a été organisée avec succès, Absolument. vu l'engouement, vu même, j'allais dire, l'originalité donc de la chose. Et moi, je salue cette belle initiative qui contribue efficacement à la mise en œuvre donc, de notre politique nationale des sports et des loisirs, parce qu'elle appelle à un public qui va compétir, et cette compétition, justement, est source de santé. Voilà, marathon des échangeurs met en compétition, en tout cas, des Waralais ou des gens qui viendraient donc de partout et qui vont participer. C'est une très, très, très bonne chose. Et ça, c'est également l'image de notre pays. Alors, et je pense que le maire de la ville de Ouagadougou peut s'en féliciter d'avoir accueilli la première édition. Absolument. Et c'est sûr que cette année encore, le 22 juin, il s'apprête à accueillir donc, la deuxième édition. Alors, j'ai été sollicité pour être un des parrains et j'ai accepté avec joie, en tout cas, cette responsabilité. Et comme je l'ai dit, nous nous engageons à vous soutenir, en tout cas, pour que ce soit un succès. D'accord, monsieur le ministre, comme le dit quelqu'un, le temps, c'est tout ce qui nous manque. Nous sommes en fin d'émission. Alors, un mot avant qu'on ne se dise au revoir. Alors, je voudrais une fois de plus vous dire merci pour nous donner l'occasion de nous adresser au public pour parler à la fois donc, de la politique nationale des sports et des loisirs, mais également des innovations que nous avons entreprises donc, au niveau de notre département. Et je voudrais une fois de plus, parce que la question donc, des financements, vous avez abordé ça légèrement, mais c'est une question primordiale aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, le ministère des Sports et des Loisirs est sollicité à tous les niveaux pour les questions donc, de matériel donc, du sport, d'équipement du sport, de formation, de manifestations sportives, etc. Le ministère des Sports et des Loisirs n'est pas bien logé en la matière. Ce n'est pas toujours évident, les ressources sont limitées. On se bat des pieds et des mains pour à la fois satisfaire les uns et les autres, mais difficilement. C'est pour cela que je voudrais vraiment en appeler au public burkinabé pour que les gens sachent que partout où on a pu développer le sport, les loisirs, c'est le financement populaire, c'est le financement des ménages qui injectent leur argent. Et j'ai toujours pris l'exemple des clubs qui sont plus riches que les États. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de la contribution des uns et des autres. Et je souhaite qu'au Burkina Faso également, nous puissions accepter que nous devons être de très bons supporters en accompagnant donc les clubs. Nous devons être de bons supporters en accompagnant donc les sélections nationales. Quand il y a un match des étalons, chacun veut entrer gratuitement, chacun veut que le ministre ou la fédération donne un billet pour entrer gratuitement. Quelle est ta part contributive justement au développement du sport en ce moment? Voilà. Donc c'est compliqué. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Voilà, et son contraire. Donc c'est pour cela que je voudrais véritablement inviter le public à accompagner donc le sport
partout, justement, chacun selon sa position. Merci, monsieur. Donc, de ce point de vue, je voudrais vous remercier une fois de plus pour m'avoir donné cette occasion, en tout cas de parler au public. Merci, monsieur le ministre. C'était un très grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, monsieur le ministre, d'être passé nous voir. On sait que ce n'est pas la dernière fois. Tant qu'il y aura la Coupe des ambassades et autres, vous reviendrez encore nous en parler. Merci à Alain Couriol et à toute l'équipe de réalisation. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous aurez cette émission mercredi 22h sur les antennes de BF1, dimanche entre 15h et 16h sur les antennes de la radio Horizon FM, donc partenaire de cette émission. Encore une fois de plus, merci, monsieur le ministre. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Au revoir et à la prochaine.